Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Versigny. Versigny est un village de 369 Versigniens et Versigniennes et se situe sur la départementale 330A entre Nanteuil-le-Haudouin et Senlis. Le territoire est traversé d'est en ouest par la rivière la Nonette. Versigny compte un hameau, Droisel, et les lieux-dits La Folie, la ferme Saint-Germain et la ferme Lessard. Ces deux dernières ont la particularité d'être à cheval sur deux territoires limitrophes. La ferme Saint-Germain avec Baron et la ferme Lessard avec Rosières, dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur ce village, sans toutefois préciser qu'elle était sur ces deux communes. Petit oubli de ma part que je corrige aujourd'hui. Versigny a eu les noms de Versignacum en 987, puis Versagny et enfin le Versigny d'aujourd'hui. Comme à Ducy, commune de Frénois-le-Lua, pendant les travaux pour la ligne de TGV Nord, des traces d'occupation gauloise antique et du Haut Moyen-Âge ont été découvertes. Dès lors, il est possible de penser que Versigny ait connu un habitat gaulois ou du moins gallo-romain puisque Versignacum peut être traduit par domaine de Versignus. Droisel, lui, a eu les noms de Droisel, Droisel une première fois, Droisel au XIXe siècle et le retour du Z pour le Droisel d'aujourd'hui. Droisel a été rattaché à Versigny en 1826. Selon Louis Grave, Saint-Germain était autrefois un prieuré dépendant de l'abbaye de la Victoire près de Senlis. La première mention de Versigny remonte à l'année 1061 et concerne un moulin qui appartenait à la collégiale Saint-Adrien de Béthisy-Saint-Pierre. Au XIIIe siècle, les textes évoquent surtout l'exploitation du territoire par l'abbaye de Chaly qui y possède des vignes et l'abbaye Saint-Martin-au-Bois de Nanteuil-le-Haudouin qui y ont chacun une ferme. L'histoire médiévale du village est peu connue. Au tournant des XIIIe et XIVe, la famille de Lan obtient la seigneurie de Versigny grâce à une donation royale. Pierre de Lan et son fils Pellerin ont tous deux été proches du pouvoir, le premier en tant que chambellan de Saint-Louis et le second occupe la fonction de valet de Philippe IV le Bel. En 1401, Péronnel de Lan vend la seigneurie à Henri de Marle, futur chancelier de France. Ses descendants, qui prennent à la fin du XVIe le nom de la famille Hector de Marle, restent seigneurs du village jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Ils occupent des fonctions importantes au Parlement et à la ville de Paris. Par exemple, Guillaume de Marle est prévôt des marchands de 1560 à 1564. À la sortie de la guerre de Cent Ans, la seigneurie de Versigny est partagée entre deux branches de la famille de Marle. Elle sera réunifiée et érigée en châtellenie en 1605 par Christophe Hector de Marle, président de la Chambre des comptes en 1631. Ce dernier initie des travaux sur le domaine qui seront poursuivis par ses descendants. En 1695, Bossuet, célèbre évêque de Meaux, réside à Versigny. Versigny devient possession de la famille de Berthelot au début du XVIIIe. Faute d'héritier, la châtellenie revient à l'Hoste de Beaulieu qui la conserve jusqu'en 1801. C'est ensuite la famille de Roufiac qui hérite du domaine jusqu'en 1838. À cette date, Jean-Baptiste Isidore de Junquière, déjà propriétaire du château de Valgenseuse, obtient par mariage celui de Versigny. Les deux propriétés feront l'objet de nombreux travaux de modernisation tout au long du XIXe siècle. En 1895, par mariage et héritage successifs, le domaine de Versigny devient la propriété de Guy-Charles-Léonard Raoul, Cotteneprenne de Kersin. Depuis ce jour, la famille de Kersin a œuvré pour faire parvenir le château jusqu'à nous malgré les épisodes difficiles des deux guerres. Au début de la Première Guerre mondiale, la bataille de l'Ourcq prit son origine à Versigny avec l'arrivée de 5 Uhlans le 1er septembre 1914. Ces derniers se sont postés à la porte du parc, ordonnant à la population de ne pas quitter le village. Ils cassent toutes les bicyclettes qu'ils trouvent et coupent les pneus. Dans la dernière phase décisive de la guerre, à l'été 1918, le général Mangin établit son quartier général au château de Versigny. C'est ici que la seconde bataille de la Marne est préparée et que la base de la victoire contre les Allemands est donc posée. Mangin décrit Versigny dans ses lettres à son épouse. Elles font l'objet d'un recueil publié en 1950. Enfin, le 16 août 1918 eut lieu la conférence de Versigny, lors de laquelle fut décidé d'engager la 10e armée française à l'attaque des Allemands.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Versigny joua un rôle important dans la résistance du sud de l'Oise et du nord de la Seine-et-Marne. Pendant sa deuxième mission en France, l'agent secret Marcel Fox créa le réseau Publican le 14 avril 1943, actif dans le secteur jusqu'à Meaux. Publican était subordonné au réseau Buckmaster, selon le nom du colonel britannique Maurice Buckmaster, appartenant au Secret Intelligence Service. Ce vaste réseau de résistance en regroupait une vingtaine en France. Ces derniers avaient comme mission de rapatrier en Angleterre les pilotes britanniques abattus par la DCA allemande ou la Luftwaffe, parachuter les officiers britanniques qui faisaient la liaison avec les groupes de résistance, envoyer des armes et munitions pour désorganiser les voies de transport, en particulier les transports ferroviaires. Sur place, le réseau Publican, animé par Jacques de Kersin, disposait d'un centre radio dans le bois des Vignettes. Mais fin octobre 1943, le réseau fut découvert et démantelé. Jacques de Kersin fut arrêté le 2 novembre 1943. Parallèlement, la Luftwaffe avait créé un terrain d'aviation dans la plaine dite du Grand Condé, à quelques kilomètres au sud de Versigny. L'histoire du village est intimement liée à celle de son château, mais pour connaître celle du château, il vous faudra attendre la vidéo spéciale sur ce monument incontournable du Valois. Sachez tout de même que ce château a été construit dans la seconde moitié du XVIIe et remanié au XIXe, et que la conception du parc est attribuée à le nôtre. Le parc d'ailleurs est accessible en juin et septembre. Je vous mets le lien du site du domaine de Versigny en description. L'autre monument de Versigny est en face du château et n'est autre que la belle église Saint-Martin. Classée au monument historique en 1907, l'église Saint-Martin date pour le clocher du XVe siècle et pour le reste du XVIe. Très représentative de l'architecture de cette époque dans la région, elle se compose simplement d'une nef de 3 travées avec bas-côtés et d'une abside polygonale. On retrouve ici, comme il est souvent de règle à cette époque, le clocher sur la première travée du bas-côté, ici celui du sud. La façade est agrémentée de niches sur le contrefort et l'on voit très bien l'immense tourelle d'escalier qui occupe l'angle nord-ouest du clocher sur presque toute sa hauteur. Le portail de style Renaissance tardif est en plein cintre avec une clé d'arc décorée et cantonnée de 2 pilastres doriques qui supportent un entablement et un fronton avec une niche. La dernière travée du bas-côté sud a reçu une décoration soignée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec son mur méridional tapissé d'un délicat réseau de petites arcatures dans l'esprit du décor contemporain de la façade de l'église d'Ève. Le clocher est coiffé d'une haute flèche en pierre tout comme ses voisines de Baron, Ève, Montagny-Sainte-Félicité et Plailly. L'étage de beffroi est percé de 2 baies en abat-son en arc brisé par face qui sont les seules ouvertures avec la fenêtre au premier niveau sud. La flèche est de plan octogonal et est cantonnée de pyramidions aux angles. A l'intérieur, là encore, quelques surprises nous attendent. La nef de 2 travées est large et occupée par des bancs, tout comme les bas-côtés. Toute l'église est voûtée d'ogives avec de belles clés de voûte peintes. L'intérieur est très ouvert grâce aux proportions des grandes arcades et à la hauteur du vaisseau central. Au niveau du transept, une petite marche et une balustrade en bois surmontée d'une belle grille en fer forgé séparent le côté profane du côté sacré. L'équation forme chapelle, mais celle du sud témoigne d'une décoration plus soignée à l'intérieur avec sa belle voûte d'ogive, comme à l'extérieur avec son mur méridional dont je parlais tout à l'heure. Peut-être faut-il voir dans cette décoration plus appuyée la marque d'une chapelle à usage seigneurial. D'ailleurs, l'autel et le retable de cette chapelle sont aussi beaucoup plus décorés que celle du côté nord. L'abside pentagonale comporte le très beau maître-autel avec tabernacle, mais surtout un exceptionnel retable en pierre sculptée et doré daté de 1561. Là encore, cet ensemble est vraiment splendide. Ce retable comprend aussi les armoiries des familles Lost de Beaulieu et de Junquière. L'église comprend de nombreuses dalles à effigies gravées, dont 5 magnifiques devant l'abside. Les fonds baptismaux du XVe, je dirais, sont dans la première travée nord. Il y a une petite chaire à prêcher et un confessionnal bien sûr, mais dans l'abside se trouve un élément que je n'avais pas vu depuis Cuvergnon. Un très beau lutrin à tête d'aigle. La balustrade est elle aussi bien décorée et l'on trouve ici aussi des traces d'une litre funéraire. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est la présence à la bâche du clocher d'une sorte de bac qui recevait sûrement le poids de remontoir de l'horloge. Chose que je n'avais encore jamais vue. Mais là où cela devient étonnant, c'est que le même bac est présent sous le clocher de l'église Saint-Déodat de Droisel, que nous allons découvrir après quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Martin.
L'église Saint-Déodat de Troisel paraît remonter entièrement au XVIe, mais la nef semble difficile à dater. Malheureusement construite dans un matériau assez médiocre, les parties orientales, sans doute du milieu du XVIe, sont cependant plus intéressantes et associent un transept avec croisillon peu saillant et une abside à 3 pans. La façade, très simple, comporte une porte en plein cintre surmontée d'une fenêtre dans le même style. Devant l'entrée, un très beau calvaire qui est classé au monument historique en date du 19 juin 1931. La nef comprend 2 fenêtres en plein cintre au sud et une au nord, alors que celles des croisillons et de l'abside sont avec remplage et en arc brisé. L'église est appareillée en moellon sauf pour le beffroi plus tardif qui est en pierre de taille. Clocher qui se trouve à l'angle du croisillon nord et de la nef. Il comprend 3 étages avec un beffroi muni de baies à basson sur chaque face et un toit en ardoise. L'intérieur est assez austère. La nef est simple avec un toit en charpente et comprend quelques bancs et une balustrade avec une marche pour séparer la nef du transept, comme l'église Saint-Martin. Le transept et l'abside sont cependant plus lumineux grâce aux grandes fenêtres à remplage et sont eux voûtés d'ogives. Les 2 croisillons contiennent un autel avec retable, mais c'est celui du nord du XVIIe qui attire plus l'attention par son décor et entièrement en pierre. Le maître-autel du chœur du XVIIIe lui est en marbre surmonté d'un imposant tabernacle. On peut voir une croix de Malte sur le maître-autel, sans doute en l'honneur de Aglaé Louise-Léonore de Junquière qui avait le titre de chanoinesse de l'ordre de Malte. Il y a une dalle à effigie gravée, des fonds baptismaux à l'entrée de la nef et un petit harmonium sous la base de la cloche. Et d'ailleurs, à cet endroit se trouve, comme dans l'église Saint-Martin, un bac sous le clocher pour le système de remontoir de l'horloge. Du moins, je pense que c'est ça. Comme je le disais plus tôt, je n'en avais encore jamais vu. Et là, ces mêmes bacs dans 2 églises très proches. Une particularité de la commune ou en verrais-je ailleurs? Pour finir avec cette église, je voulais confirmer la légende qui prétend que nos ancêtres étaient petits. Et encore, je ne fais qu'1,72 m. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve sur une petite place face à l'église et l'on peut voir une très belle croix de chemin à l'entrée de Versigny en venant de Nanteuil-le-Haudouin, ainsi que celle devant l'église de Droisel. À Droisel, surtout, il y a depuis 2014 une stèle commémorative en l'honneur des 56 soldats du 317e régiment d'infanterie tombés dans la commune durant la bataille du 9 septembre 1914. Cette stèle est posée sur une pierre issue du champ de bataille. Versigny a compté 2 lavoirs aujourd'hui disparus et des étangs dans des propriétés privées. Il y a également un lavoir à Droisel mais abandonné depuis longtemps. Il n'y a plus de commerce mais quelques artisans comme maçons, menuisiers, bûcherons, etc. De plus, il reste 6 fermes en activité sur le territoire de la commune. La ferme Saint-Germain d'ailleurs fait aussi pension pour chevaux. Et à Droisel, une ferme propose la vente d'agneaux en direct. Pour l'école, Versigny est en regroupement pédagogique intercommunal avec les villages de Baron et Rosières. Le village accueille l'école élémentaire et la cantine. La mairie accueille aussi une bibliothèque. Versigny est doté d'une aire de jeu pour jeunes enfants ainsi qu'une aire multisport, basket, handball et boulodrome. Voilà, c'est ici que se termine la découverte de Versigny, petit village charmant au passé à l'image de son château, intéressant, vivant et surtout à découvrir. Je remercie infiniment Monsieur de Kersin, maire de Versigny, pour son accueil et son aide, ainsi que Monsieur Meunier. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, mettre un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes, dont celle du château de Versigny. A bientôt. Au revoir Versigny.